Ça dépend de la motivation qui vous conduit au combat. Vous voyez, beaucoup de gens qui ont changé, leur motivation était différente, c'est-à-dire qu'ils voulaient des choses pour eux. C'est qui a dit ça? C'est Lénine, je crois, qui dit qu'on ne fait pas de révolution avec des gens aigris. Beaucoup de gens étaient aigris et même jaloux. Ils voyaient des gens là, ils avaient été en classe avec eux, des bêtises, des conseils, lui les ministres. Mais ça veut dire quoi? Et moi je suis là. Pourquoi moi je ne suis pas ministre? Ils sont aigris. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui veulent le changement. Ce n'est pas des gens qui veulent le changement. Ils veulent une promotion. Et quand ça devient dur, ils changent vite de veste. Donc on dit, ah, tu as faim, tu veux un poste là? Ah, si vous me donnez, je prends. Et c'est comme ça qu'on les tamponne. Parce que ce n'est pas des gens qui ont une conviction pour le changement. C'est-à-dire que le changement, ils le veulent pour eux. Changement de statut. Ils ne veulent rien. Hein? Ouais, parce que, vous voyez, je vais dire une anecdote. Quand, en 1994, il y a eu en tant que membre fondateur du CAR, etc., et membre du bureau à l'époque, on devait aller aux législatives. Je suis le seul membre du bureau qui ne soit pas allé aux législatives, malgré les sollicitations et les supplications. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Je dis qu'est-ce que je vais faire comme député? Quel va être mon apport? Celui de lever la main, voter des trucs, ça ne m'intéresse pas. Surtout que j'ai vu au HCR un peu le fonctionnement au Conseil de la République, ça ne m'a pas intéressé. Donc l'assistant d'Agboïba, de Maître Egbo, le vice-président et d'autres, etc. Je dis non. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Et ils ont tous été élus, hein, pratiquement. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Hein, parce que moi, je voulais que les choses changent. Je ne voulais pas ma promotion personnelle. Donc, parce que, voyez-vous, lorsque Edem Kodjo est parti soutenir Yadema, à l'époque, on a fait une réunion dès le lendemain et avec quelques-uns, j'ai pris la parole dès le débat que si nous allons nous associer à cette mascarade, moi je démissionne immédiatement du CAR le jour même. Parce que nous ne sommes pas venus pour être ministres. Or si, voyez-vous, Kodjo et Yadema, pour que le CAR vienne dans leur mascarade, ils ont promis au CAR pratiquement les 2/3 des postes ministériels. De la corruption. Je dis non. Nous battons, c'est pour le changement. Ce n'est pas pour faire une politique colonialiste, néocolonialiste de la France et de la dictature. Et heureusement, on a voté l'écrasante majorité. Pratiquement tout le monde a été d'accord. On n'entre pas dans le gouvernement. On reste dans l'opposition. Voilà comment les choses se sont passées. Mais bon, il faut savoir ce que les uns et les autres veulent. Tu peux vouloir être député, c'est normal, c'est légitime si tu es élu. Mais bon, si tu ne consacres la lutte qu'à ta promotion personnelle, c'est foutu. Et si l'adversaire le sait, bon, on va t'acheter. Et c'est ce qui se passe. Ils font une erreur de jugement parce que Yadema a montré immédiatement que ce n'est pas les élections qui allaient le faire partir. C'est pour ça que j'accuse l'opposition actuelle de ne pas tirer les leçons de ce qui s'est passé avant. Yadema a montré clairement que les élections ne le font pas partir. Et je me souviens, les députés du CAR à l'Assemblée, c'était que Péré leur avait dit qu'ils ont été surpris, mais que ça n'arrivera plus jamais. Dakou Péré. Que c'est la dernière fois ça, qu'ils ne se laisseraient plus surprendre, ils prendront toutes les mesures pour que l'opposition ne gagne plus. Donc ces gens ne parlent pas en l'air. Donc, voyez-vous, qu'est-ce que les gens voulaient? Que le CAR, qui était majoritaire, accompagne la dictature. C'était tout. Edem Kodjo, on lui dit, mais il va se griller les ailes, tu n'as rien. Tu as 6 députés, tu n'as aucun pouvoir face à Yadema, il va t'écraser. On le lui a dit. Et c'est arrivé. Moi, j'ai dit, j'ai même écrit que je ne lui donne pas 2 ans. Et c'est au bout de 2 ans, à peine,
il a été écrasé. On mettait tous ses collaborateurs en prison, tous ses proches, pour le soumettre. Parce que lui aussi voulait être Premier ministre à tout prix, puis président. Lui visait la présidence aussi. Oui. Donc, par rapport à ces attitudes-là, quand tu luttes pour, disons, ta promotion, eh bien, le changement populaire passe au second rang. Voilà notre problème au Togo. Non, Kofigo a trahi, puisque à la fin de son mandat, Eyadema l'a nommé Premier ministre, et puis il était devenu l'opposant au Conseil de la République et de toute l'opposition, parce qu'il avait fait, il en avait fait une rancœur personnelle. Pourquoi nous avons élu Kofigo à la conférence nationale? Bon, comme tous les leaders de l'opposition qui pouvaient être Premier ministre, on a dit non, il faut que quelqu'un prenne quelqu'un de neutre, qui n'a pas de parti politique. C'était le cas de Kofigo. Parce que Nyenevi postulait aussi. Agboibor aurait pu postuler, il aurait gagné. Mais comme ces gens avaient des ambitions présidentielles, c'est-à-dire le Premier ministre et le gouvernement avaient la tâche d'organiser les élections, faire le référendum, la constitution, etc. Donc ces gens visaient la présidence. Quelqu'un avait même proposé Dem Kodjo, mais il a gueulé sur la personne. Ça veut dire quoi? Comment? Bon. Donc, Kofigo, on l'a pris pour ça. Pour qu'il soit neutre pour organiser les élections. Mais très vite, il a commencé à créer un parti, des associations se faisaient autour de lui, et des gens de sa région, etc., à la base. Et les gens ont vu qu'il était en train de continuer un parti, de trahir la mission qui lui avait été fixée. Et à partir de là, une opposition contre lui s'est dressée au sein de l'opposition. Et bon, il y avait beaucoup de dénigrement aussi, ça il faut le reconnaître. Mais la réalité est là. Quand il a été attaqué, bon, il a été arrêté, bien entendu, conduit à Lomé 2, etc. Et on lui a demandé de faire un gouvernement d'union nationale, d'intégrer le RPT dedans. Bon, ce qu'il a fait. Bon, s'il n'était pas d'accord, il aurait pu démissionner aussi. Et c'est ça son erreur. Tu dois démissionner. Il y a des mains, parce que s'il te propose des choses, ça veut dire qu'il te tient en otage. Et il a suivi, après, il y a le nommé, il a été même ministre d'État dans son gouvernement par la suite, etc. Il était devenu, et son parti était devenu un RPT bis. Vous voyez? Et il dénonçait l'opposition à tout bout de champ. Donc, il avait rejoint l'ennemi. Donc, il a trahi. Ça, il ne faut pas se bercer d'illusions. Tu combats qui? Qui est ton ennemi? C'était l'opposition qui était devenue son ennemi. Parce que tu as trahi un pacte. Et les gens sont dressés contre toi. Et c'était normal. Au niveau de la jeunesse, bon, les jeunes sont toujours aussi mobilisés, puisque c'est eux qui font les manifs, font les mouvements, etc. Mais la différence, c'est qu'en 90, la jeunesse était organisée. Dans tous les quartiers, il y avait des cellules de résistance. Quand les militaires entraient dans les quartiers, ceux qui pouvaient les combattre, etc., résister, etc. Bon, qu'est-ce qu'a fait la dictature? Quand ils ont parti, les militaires sont partis massacrer les gens d'Ambay, les gens ont pris la fuite. Ils ont commencé à traquer tous les responsables des jeunes, des cellules des jeunes dans ce quartier de l'opposition. Ce qui fait que la jeunesse a été décapitée. Les gens ont fui au Ghana, au Bénin, beaucoup sont partis en Europe, en Amérique, etc. Ils sont partis comme réfugiés pour sauver leur peau. Ce qui fait que les gens, la dictature a tiré cette leçon-là, il faut décapiter les jeunes. Bon, maintenant, on voit une jeunesse beaucoup moins organisée, mais c'est les partis politiques qui peuvent justement les aider
hein, en les organisant à travers leurs partis et autres, mais il faut qu'ils soient sérieux, ne déçoivent pas les jeunes. Hein. Les jeunes achetés, corrompus, ça existe toujours. Dans le temps, on en a acheté pas mal aussi. Mais le problème, c'est que la grande majorité est saine. Hein. Et il faut leur faire comprendre que le changement requiert des sacrifices et non pas le fait d'aller se vendre au pouvoir pour recevoir un peu d'argent ou ceci ou cela, etc. Parce que vous, la jeunesse d'aujourd'hui, eh bien, ce que vous faites aujourd'hui, c'est aussi pour vos enfants demain. Comme ce que nous avons fait, c'est pour vous. Bon, le travail n'a pas été concluant, comme on l'espérait, mais la lutte continue. Il ne faut jamais baisser les bras, jamais désespérer. L'ANC en Afrique du Sud a fait 80 ans dans l'opposition. En Europe, en France, il y a des partis de l'extrême gauche qui sont révolutionnaires, etc., marxistes-léninistes, qui sont toujours dans l'opposition depuis 1900. Donc ça fait plus de 100 ans. Et ils ne pleurnichent pas, parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Voilà la réalité. Il faut savoir ce qu'on cherche et par rapport à ce qu'on cherche, se donner les moyens, ou avec les moyens qu'on a, faire la lutte. Et non pas se prostituer. Je dis, si vous cherchez à être ministre, hein, bon, vous ne ferez pas la lutte. Les jeunes, les militants des partis politiques ne vont jamais au siège de leur parti. Certains ne connaissent même pas le siège de leur parti. Pour faire pression sur leur chef, sur leur direction. Ce que vous faites là, on n'est pas d'accord, il faut faire ci, il faut faire ça. Hein? Non, ils sont là. Les gens décident, bon, et ils suivent. Mais ils n'ont pas leur mot à dire. Hein? C'est ça le côté moutonnier de la chose. C'est ça la zombification. Vous devez être dans un parti, vous ne pouvez pas laisser faire des choses comme ça. Je vous dis, un exemple. Quand j'étais dirigeant du CAR, un jour nous avions appris que le code 2 dans lequel était le CAR avait pris une décision et le CAR était signataire aussi. Et quoi? Et réunion on appelle à Gbebo. Depuis quand le CAR a fait ceci? Il dit, ah, tu sais, moi j'ai dû faire ceci parce que... C'est quoi? On dit que c'est la dernière fois que tu engages le parti en dehors du bureau. C'est le bureau qui est chef. Et toi, tu es le chef du bureau. Ce n'est pas toi le chef en tant que tel, c'est le bureau. Et si jamais on le tue... D'ailleurs, on dit, va démentir ça tout de suite, va au code de dire que le CAR n'est pas d'accord. Retire ta signature. Et des gens ont dû supplier, non, il va avoir honte, c'est ça, la déchéance pour lui, il va avoir honte, etc. Bon, on dit que ce soit la dernière fois. Et il n'a plus jamais refait ça. Tant que moi, j'étais dans le parti avec d'autres. Après, je ne sais pas. Donc, c'est pour vous dire que, oui, beaucoup de chefs signaient tout seuls comme ça, sans voir leur base. C'est ça, il n'y a pas le fonctionnement démocratique. Et je l'ai toujours dit, je le répète, on ne fait de démocratie qu'avec des démocrates. Le drame, je dis, on n'a pas de démocrates, ils sont si peu nombreux. Hein. Les vrais démocrates, c'est le petit peuple, en réalité. Pas l'élite dirigeante. Et on le voit dans les pays où la démocratie, bon, les élections se font plus ou moins proprement. Quand le gagnant il vient au pouvoir, il jette les gens en prison. Il foule les droits de l'homme aux pieds. Regardez Ouad au Sénégal, qui voulait installer son fils comme Yadema. Mais quelle honte! Quelqu'un qui avait fait 30 ans, 40 ans dans l'opposition, qui imitait Yadema. C'est terrible. C'est terrible. Regardez Alpha Condé en Guinée. Je me demande même si la Guinée n'est pas aussi réprimée qu'au Togo. Hein? Bon. Parce que ces gens voulaient le pouvoir, pour le pouvoir. La démocratie, bon, ils s'en fichaient. Parce que, parce qu'ils devaient passer par des élections. Donc, ils faisaient semblant d'être des démocrates. Sinon, la démocratie, bon, c'est le dernier de leurs soucis. C'est le pouvoir. Voilà. Et c'est ça qui les rend fous, malheureusement.
Oui, union, oui, mais avec qui? Et pourquoi? Or, on ne pose pas ces questions-là. On ramasse n'importe qui dans l'union d'opposition, des gens du RPT, des dissidents du RPT qui ont eu des querelles, des problèmes avec leurs patrons, etc. Des gens aigris. Mais on l'a vu, et qui retournent après. Hein? Mais comment vous pouvez prendre ces gens-là dans une union de l'opposition, dans une union démocratique pour le changement? Il faut savoir qui prendre. Hein? On ne s'associe pas avec n'importe qui dans une guerre. Hein? On sélectionne ses alliés, et sévèrement. Mais non, on dit que bon, je suis opposant, je suis suivi d'insulter un peu le Gnassingbé, et puis, voilà un opposant, le prend. Mais c'est incroyable. Regardez ce que même la population qui est si manipulable aussi. Regardez ce qui se passe avec Bojona. Des gens le suivent et puis parce que ils estiment qu'il est victime, c'est une victime de la répression de Gnassingbé, etc. Mais je dis, mais opposant, il ne faut pas confondre opposant avec démocrate. Par exemple, Kwacha est un opposant à Faure Gnassingbé. Ça ne fait pas de Kwacha un démocrate. Bojona est un opposant. Bon, il a été, bon, parce qu'on l'a brimé. Est-ce que c'est un démocrate? Agbeome, est-ce que c'est un démocrate? Sam Islis, dans le Yoto, là, où ils ont brimé les gens du CAR, les gens proches d'Agboibo, etc., les crimes qu'ils ont commis. Et celui qui a été victime, on l'a envoyé en prison gratuitement pendant 18 mois. Bon, voilà des réalités. Qui prendre comme opposant? Qui est opposant? Hein? On ne prend pas n'importe qui. Hein? Parce qu'il faut lire les guerres, révolutions, les stratégies, qui peut être, etc. On ne fait pas... Et puis, parce que vous allez dire des secrets. Dès le soir même, c'est sur la table du dictateur. Parce qu'il y a des taupes parmi vous. Et ce qui me faisait rire, les gens disaient qu'ils faisaient des réunions, mais à certains, au sein de tout, ils ne disaient pas les trucs. Et finalement, les gens savaient qu'on les rejetait, etc. Mais vous cachez des choses assez... Pourquoi les reprenez-vous dans votre équipe? Mais c'est ça l'inconséquence de notre opposition. Vous avez des traîtres parmi vous, des gens qui sont des taupes, et vous les prenez dans l'opposition pour faire nombre. Et des gens n'apportent que leur sigle d'ailleurs. Ils s'appellent ABC, parti ABC, parti DEC. Qu'est-ce que... C'est pas une affaire de nombre, c'est une affaire de qualité, parce que c'est le peuple qui est votre seul défenseur, votre seule arme. Le peuple n'a pas besoin de 21 sigles. Si c'est 2 ou 3, efficaces, sûrs, il les suit. Regardez le PNP. Tout seul, le peuple a suivi le PNP. Et le jour où les anciens lui ont dit « Viens avec nous », lui aussi n'a pas eu confiance de ce qu'il faisait. Peut-être ça a dû l'effrayer, ce succès-là, avec les menaces, etc. Dès qu'il a rejoint ces trucs-là, je dis, il est foutu. Moi, je dis immédiatement, il est foutu. Parce qu'il était devenu trop fort. Et tout le monde allait le saboter, allait le dénigrer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'on veut toujours être le premier des métayers au sein de l'opposition. Donc, celui qui est premier, il faut l'attaquer, il faut le détruire. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. J'ai dit, il a commis une grosse erreur. Je l'ai dit tout de suite. C'est-à-dire, il aurait dû voir avec qui je peux vraiment travailler au lieu de ce fourre-tout-là. Et puis, là où il en était, il n'avait pas besoin en ce moment-là de faire une union. À ce moment précis, il n'avait pas besoin. Il devait continuer seul. Jusqu'à ce que les choses les obligent. C'est-à-dire que c'est les autres qui auraient dû le rejoindre. Et non lui qui aille demander leur soutien, comme il a fait. Et ça a été l'erreur. Il est tombé parmi des fauves qui voulaient le détruire, qui étaient jaloux. Il faut le dire, parce que j'ai entendu certains opposants, certains responsables politiques, etc. On a senti la jalousie. Il a dit, mais allez sur le terrain. Ce qu'il a fait, c'est un travail de terrain, un travail de fourmi. Bon, et pourtant, bon, ce qui m'a déçu un peu au niveau de l'action extraordinaire accomplie par Tchadam,
c'est qu'avant, il était dans le PDR d'Aïeva. Donc, il sait comment fonctionne l'opposition. Qu'il aille se jeter dans les bras de ce magma du C14, là, j'ai pas compris. Et, effectivement, il s'est passé ce que j'avais prévu. Il était trop puissant, trop fort, donc il fallait l'anéantir à tout prix. Et ce qui me surprend, c'est lui-ci qui dit, oui, il faut cesser les manifs. Ce que toi-même tu as initié. On recommence à zéro. On ne donne jamais assez pour la liberté. La preuve, on est toujours sous la dictature. Ça veut dire qu'on n'a pas donné assez. On doit donner plus, avec beaucoup plus de discipline, et cesser de suivre les leaders traîtres. Hein? Tu vas aux élections, pourquoi? Explique-nous. Pourquoi? Tu vas faire quoi? Est-ce que tu auras le pouvoir? Ben, il faut que les militants aussi posent ces questions à leurs leaders. Qu'est-ce que tu vas faire à cette élection? Et certains sont encore en train de pleurnicher quand on les attend sur les radios. Ils disent, oui, Fognas ne nous a pas encore donné les 40 millions que vous recevez, ils pleurnichent là-dessus. Donc c'est pour les 40 millions que tu es allé aux élections? Donc c'est lui qui va financer ta campagne et tout, ton ennemi? Ben, il sait qu'ils ont des problèmes et il ne donne pas. Peut-être des gens ont fait des prêts, etc. Et le jour, des créanciers vont aller saisir ces gens au collet, là, mais il va applaudir, il va les jeter en prison immédiatement. Oui, bon, je ne comprends pas. Hein? Tu vas aux élections, pourquoi? Tu n'as même pas ton parti, vous êtes deux dedans. Hein? Ton chauffeur et ton épouse. Et toi aussi, tu veux aller campagne présidentielle. Mais moi, je vois. Hein? Des gens, les petits cahiers d'école de 50 pages, là, c'est dedans qu'ils mettent la liste des membres de leur parti. Et ils veulent aller être chef d'État. Parce qu'ils espèrent qu'on va payer 40 millions, etc., ou se faire connaître. Bon, moi je dis, c'est des gens qui sont venus pour leur personne, dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'ils veulent promouvoir leur propre personne, et non le changement. Hein? Le changement requiert du sacrifice. Tu dois faire un sacrifice. Hein? Renoncer aux pauses, renoncer à la carotte. Et tu ne t'attendras qu'au bâton. Hein? C'est Saint-Just qui a une très belle formule. Il dit à peu près, hein, c'est celui qui a peur de... Les actions ne sont difficiles que pour ceux qui ont peur du tombeau, qui reculent devant le tombeau. Les actions ne sont difficiles que pour ceux qui reculent devant le tombeau. Et c'est vrai. Parce que qu'est-ce qu'on propose à ceux qui combattent la dictature? C'est la mort. On va te tuer, on te menace tout le temps. Or, quel est le bien le plus cher, la valeur la plus chère de l'être humain? C'est la vie. Mais il faut des gens courageux qui acceptent ce défi pour que les choses changent. Parce que le changement ne nous concerne pas nous, la génération actuelle, les différentes générations co-présentes aujourd'hui au Togo, mais c'est les générations futures aussi qu'il faut préparer pour une société prospère, une société différente, une société qui s'occupe de l'éducation, qui s'occupe du développement, et non plus une société où il n'y a que des bandits qui volent et à la moindre pluie, tout est inondé, tout est ravagé, etc., etc. Les maladies, il n'y a même pas d'hôpitaux. C'est terrible. Et ils sont toujours là. C'est-à-dire au Togo, on ne change pas une équipe qui perd. C'est ça notre drame. Ils ne valent rien, mais ils sont toujours là. Pourquoi ils sont là? Ils disent, c'est notre seule chance d'impunité. Il y a des maladies. Tant que je serai là, je n'aurai rien à craindre. Tant que je serai sur le siège, je n'aurai rien à craindre. Parce qu'il avait peur de rendre des comptes, de la reddition des comptes. Tu vois, ces gens sont des lâches. Parce qu'ils ont des fusils, ils font les malins. On verra le jour, ils n'auront pas de fusil face au peuple. Le problème, c'est aussi une affaire de conscience politique. Moi, j'ai toujours dit aux étudiants, si à l'université, vous n'acquérez pas une conscience politique, vous ne l'acquérez plus. Parce que vous êtes jeune, vous n'avez rien à perdre. C'est vous qui devez faire la révolution, le changement, etc. Si vous êtes déjà si conservateur à votre âge,
c'est foutu pour l'avenir. Donc, par rapport à cela, c'est une affaire de conscience politique et de conscience individuelle. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Voilà. Alors que des gens attendent toujours, qu'est-ce que mon pays va me donner? Qu'est-ce que toi, tu vas faire d'abord pour lui? Or, l'enjeu qui se pose pour les Togolais, c'est qu'est-ce que je vais faire pour chasser la dictature? C'est ça l'enjeu principal. Il faut toujours poser dans une stratégie le problème essentiel devant et les secondaires à part. L'essentiel aujourd'hui, c'est chasser la dictature. Qu'est-ce que je peux faire? Or, ces gens, il faut les isoler. Si les élections arrivent, on te donne un t-shirt du RPT avec la tête du dictateur dessus, tu t'es dit 2020, Miabe Gaye, c'est notre argent, donc j'ai pris. Non. Tu l'accompagnes, lui, il veut ça. Que tu sois sincère, lui, il s'en fout. Il veut des gens qui le suivent, c'est tout. Et le montrer à la télé. Donc voilà les problèmes. Parce que tu vois des gens, ils disent sur l'opposition, etc., ils sont opposants de la vie de tous les jours, mais tu les vois porter des t-shirts du régime. Il dit, ah, non, mais moi, j'ai pris, bon, c'est un habit. Ouais, c'est ça la misère aujourd'hui. Ils exploitent la misère des gens, surtout dans les villages. Quand les partis y vont, l'opposition, ils n'ont pas d'argent. Eux, ils désirent des t-shirts, des casquettes, des trucs, etc. Ben, les gens sont contents. Ils demandent, est-ce que vous avez des t-shirts, des t-shirts? Et les gens, quand ils prennent un t-shirt, ils vont à l'église avec. C'est l'habit du dimanche. Et après, bon, ils iront au champ avec. Quand ce sera après deux lavages, là, le col est descendu jusqu'au nombril, là, ça ne vaut plus rien. Bon, comme c'est du truc de très mauvaise qualité, ils iront travailler au champ avec. Mais c'est un habit. Et c'est ça la misère, ils exploitent, vous voyez le cynisme de ces gens-là. Ils exploitent la misère du peuple pour le manipuler. C'est des gens vraiment cyniques, des vauriens. Ben bien sûr, elle le fait, elle n'a jamais renoncé. Mais le fait est qu'il ne faut pas céder aux séductions. Parce que une ONG, en principe, est autonome. Mais si vous êtes une ONG proche du pouvoir, bon, vous devez faire ce que le pouvoir veut. Mais si vous êtes une ONG, une société civile autonome, vous travaillez pour la population. Donc là, encore une fois, c'est une affaire de conscience. Si les moyens, il faut savoir les chercher. Si vous ne pouvez pas trouver des moyens, bon, démissionnez. Mais il faut réfléchir aux moyens de son action et trouver des gens dans le privé qui puissent vous financer. Bon, en dehors des droits de l'homme, bon, c'est plus facile. Au niveau des droits de l'homme, je sais de quoi je parle, je suis membre fondateur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. À ce niveau-là, les privés ont souvent peur de financer parce qu'ils ont peur que leur nom n'atterrisse sur le bureau du dictateur et qu'ils subissent une répression. Mais dans les autres domaines, pour les femmes, pour l'éducation, l'enseignement, tout ça, bon, c'est beaucoup plus simple de trouver des financements d'ordre privé au Togo, directement. Bon, c'est pour les droits de l'homme que c'est beaucoup plus difficile parce que les gens ont peur. Pour que nous arrivions à nos fins, il faut une vraie stratégie. On dit les élections, c'est un accompagnement. Ce n'est pas pour prendre le pouvoir. Ils ont besoin d'une assemblée multicolore un peu pour faire croire que c'est une démocratie. Ils en ont besoin. Mais il ne faut pas que nous jouions leur jeu. Parce que souvent quand l'heure arrive, vous voyez les ambassades là, occidentales, l'Union européenne, qui disent aux gens, qui encouragent les gens à aller aux élections, sachant pertinemment que ça ne donnera rien. C'est pour vous dire que le peuple togolais ne doit compter que sur lui-même et ne pas compter sur l'apport de l'étranger. L'apport de l'étranger, ça peut être important, mais ce n'est pas l'apport essentiel. Et par rapport à cela, qu'est-ce qu'on va faire pour nous organiser afin justement de renverser le rapport de force et contraindre
la dictature en place a cédé la place. Voilà l'enjeu. Comment s'organiser, hein, toute l'énergie, tout l'argent qu'on perd pour aller à des élections bidons, hein, qui ne donnent rien, eh bien, il faut consacrer toute cette énergie-là à une stratégie pour mobiliser les forces populaires, hein, comme en 2017, comme avait fait le PNP, pour justement obliger nos oppresseurs à lâcher du lest. Hein, parce que la rue est la seule arme du peuple.